Nous en venons par conséquent à l'article 1er avec une demande de parole de Monsieur Michel Berson, apparenté socialiste. C'est Monsieur Perronnet? Non. Non. Il n'est pas là. Bon. Donc, alors, qu'est-ce qui Madame Tasca, alors. Non, c'est même pas elle, c'est qui, Monsieur Canada? Non, mais c'est Madame Tasca. Voilà Monsieur Berson qui arrive. Ouais. Monsieur Berson. Ah, d'accord. Bien, donc c'est bien Monsieur Berson qui prend la parole pour le groupe apparenté socialiste. Sur l'article 1er. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, il y a dans le texte qui nous est soumis deux aspects qu'il faut distinguer. D'abord, la question arménienne sur laquelle se focalisent aujourd'hui tous les débats, car la loi française n'a reconnu que deux génocides, le génocide de la Shoah et le génocide arménien. Elle n'a pas reconnu, par exemple, celui perpétré par les Khmers rouges au Cambodge ou celui des Tutsis au Rwanda. Ensuite, une question de principe, de portée générale sur les lois mémorielles, sur le rôle respectif du parlementaire et de l'historien. Si les parlementaires peuvent contribuer à faire l'histoire, ils n'ont aucune légitimité pour la dire et l'écrire. Concernant la question arménienne, la reconnaissance du génocide n'est pas ici en cause. Le massacre des Arméniens en 1915 relève bien de crimes de masse, d'une action délibérée pour exterminer une communauté, donc d'un génocide qui a engendré tragédie et martyrs. Mais faudrait-il pour autant aligner la contestation du génocide arménien sur celle du génocide juif en lui appliquant des dispositions pénales type loi Guesso? La comparaison ne tient pas. D'abord, pour le génocide juif, la responsabilité du régime de Vichy, donc de la France, est engagée. Dans le cas du génocide arménien, la France ne porte aucune responsabilité. Ensuite, la loi Guesso est conforme à la philosophie de la décision cadre européenne du 28 novembre 2008. Elle reconnaît la Shoah comme génocide et pénalise sa négation parce qu'elle a été qualifiée comme telle par une juridiction internationale. Rien de semblable avec le génocide arménien. Donc, la proposition de loi va plus loin que la décision cadre européenne. Enfin, loin de faire pression sur la Turquie, le vote de cette proposition de loi ne ferait qu'exacerber la position intransigeante de l'État turc et bloquer toute évolution contre la reconnaissance du génocide arménien par la Turquie. Mais il y a, je crois, plus grave que la question arménienne. C'est la question des principes de portée générale. La question de savoir s'il revient à la loi de qualifier les faits historiques, s'il convient de légiférer sur la mémoire. Les conclusions de la mission de l'Assemblée nationale sur les lois mémorielles, approuvées par tous les groupes politiques de l'Assemblée, sont d'une grande clarté. Je cite: « Le Parlement doit désormais renoncer à la loi pour porter une appréciation sur l'histoire et la qualifier a fortiori lorsqu'elle s'accompagne de sanctions pénales. Il faut en effet en finir avec les lois visant à écrire l'histoire. Le Parlement n'a aucune légitimité à légiférer sur les événements historiques pour figer l'histoire dans une version officielle et sanctionner pénalement ceux qui la contestent. » En octobre 2008, l'association Liberté pour l'Histoire, présidée par l'historien Pierre Nora, avait lancé un appel aux historiens européens. Plus d'1 millier d'entre eux l'avaient signé. L'histoire, proclamait-il, ne doit pas être l'esclave de l'actualité, ni s'écrire sous la dictée de mémoires concurrentes. Dans un État libre,
Il n'appartient à aucune politique de définir la vérité historique et de restreindre la liberté de l'historien sous la menace de sanctions pénales. La vote de cette proposition de loi pourrait ouvrir la voie à la mise en cause de la recherche historique et scientifique par des revendications mémorielles défendues par des groupes particuliers pouvant se constituer partie civile. D'autant plus que le projet de loi vise à pénaliser non seulement la négation du génocide, mais aussi sa minimisation outrancière. Étonnant concept juridique, délit dont le constat ne manquera pas de faire débat chez les juristes. Ne nous inscrivons pas sur une ligne qui pourrait voir arriver au Parlement des textes sur la guerre de Vendée, sur les massacres de la Sainte-Barthélemy ou l'extermination des aborigènes en Australie. N'oublions pas qu'en 2005, la sanction du Conseil constitutionnel a permis d'éviter que les programmes scolaires reconnaissent le rôle positif de la présence française outre-mer. Non, développons la recherche historique et scientifique. Je vous remercie de conclure, chers collègues. Oui, je disais, plutôt que de voter des lois mémorielles, développons la recherche historique et scientifique et prononçons-nous par des résolutions. Et c'est la raison pour laquelle, en conscience, loin des pressions d'où qu'elles viennent, je ne voterai pas l'article 1er de la proposition de loi et par conséquent la proposition de loi elle-même visant à pénaliser la contestation des génocides reconnus par la loi française. Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Tasca. Merci, Monsieur le Président. Si je prends la parole sur l'article 1 de cette proposition de loi, c'est que cet article modifie le chapitre 4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, une loi de liberté d'opinion et d'expression à laquelle il ne faut toucher qu'avec d'infinies précautions et la conscience qu'on touche là à des principes fondamentaux de notre République et de notre démocratie. Nous avons l'obligation impérieuse de ne pas compromettre ces libertés, surtout dans le temps présent où elles sont particulièrement menacées en bien des points du globe, y compris sur le continent européen, du côté de la Hongrie par exemple. Nous sommes donc partagés entre la défense exigeante de ces libertés et notre volonté de condamner fermement les atrocités subies par le peuple arménien en 1915. Mais cette condamnation a été prononcée sans ambiguïté par la loi du 29 juillet 2001. Point n'est besoin, si ce n'est pour des raisons d'affichage et peut-être d'électoralisme qui risque bien d'être déçu, d'aller par la loi sur le terrain de la pénalisation de la négation des crimes. Revient-il au Parlement de dire la vérité historique, de l'imposer sous peine d'emprisonnement? Nous avons été nombreux à dire non. C'est même, à mon sens, un vrai détournement de la loi, tel que défini à l'article 34 de notre Constitution. C'est aussi une atteinte à la séparation des pouvoirs, celui du juge d'abord, celui de l'exécutif, car s'il appartient au Parlement de contrôler la politique étrangère du gouvernement, il ne lui revient certainement pas de la définir. Au-delà des analyses constitutionnelles, et je partage celle qui a été excellemment présentée par notre rapporteur, au-delà de ces analyses, certes controversées, mais très majoritairement conformes au point de vue maintes fois exprimé par Robert Badinter, qui conclut à l'inconstitutionnalité de ce texte, au-delà donc de ces analyses juridiques, nous devrions être beaucoup plus attentifs aux objections de nombreux chercheurs et historiens qui récusent l'intrusion des politiques et du législateur dans l'écriture de l'histoire. C'est par leurs travaux que peut se faire le difficile cheminement des mémoires collectives. Comme le suggère Robert Badinter et comme cela a été rappelé par plusieurs de nos orateurs, une commission d'historiens sous l'égide de l'UNESCO ferait certainement beaucoup plus qu'une loi pour établir la vérité et surtout pour conduire la Turquie à ouvrir sans restriction les archives après un siècle et à assumer cet épisode odieux de son histoire. La rédaction de l'article 1 pèche gravement sur 2 points. Tout d'abord, elle introduit un flou et donc un risque de subjectivité
et d'arbitraire dans l'appréciation par le juge des faits, non plus seulement de négation, mais de contestation et surtout de minimisation outrancière des crimes de génocide. Ce concept de minimisation outrancière est tout à fait insaisissable. Nier, contester, on sait ce que c'est. Par contre, minimiser un peu, beaucoup, trop, c'est vraiment difficile à définir. On peut d'ailleurs se demander comment les auteurs du texte et surtout les victimes pourraient concevoir une minimisation non outrancière. Dès lors, à quelle balance sera pesée cette minimisation, celle qui serait supportable ou celle qui serait jugée outrancière? De ce fait, cette proposition de loi ne satisfait pas à l'objectif de valeur constitutionnelle, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi qui impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. En second lieu, la rédaction de l'article 1 ne mentionne nullement l'élément intentionnel d'incitation à la haine qui devrait présider à la négation des crimes pour que celle-ci puisse être réprimée sans porter atteinte à la liberté d'expression et à la liberté de recherche. Or, cet élément intentionnel, nous l'avons constaté, est déjà réprimé par l'article 24, alinéa 6 de la loi de 1881, qui condamne l'incitation à la haine raciale, ethnique, religieuse. Tel qu'il est rédigé, cet article 1 est donc inapplicable et inutile. C'est pourquoi je voterai contre l'article 1 et j'appelle mes collègues à faire de même. Je vous remercie, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Barissa Chiari. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur de la Commission des lois, chers collègues. Cela a été dit, il n'est pas de débat plus douloureux que celui que nous avons aujourd'hui. Si nos pensées, notre compassion vont assurément vers les Arméniens, cela ne saurait cependant dicter notre conduite. Il nous faut, dans cet hémicycle, faire abstraction de cette montagne de douleur pour faire droit à la raison. Je suis bien placée, de par mon histoire personnelle, pour connaître la situation des diasporas. C'est autour de la mémoire que le lien presque charnel à la terre originelle se maintient, faisant de chaque membre un gardien du temple. Cela explique l'engagement souvent plus fort des représentants des diasporas par rapport à ceux qui vivent dans le pays. L'exil est toujours une douleur, car les souffrances vécues dans un temps même parfois très ancien se transmettent de génération en génération. Milan Kundera parle même de l'exilé comme d'un grand souffrant. Si nous pouvons tous comprendre cela, je crois que ce n'est pas rendre service aux Arméniens que de voter ce texte contestable juridiquement. Notre rapporteur n'a pas manqué de pointer et de mesurer les conséquences prévisibles d'une telle contestation. Les Arméniens auraient dès lors beaucoup à perdre. En effet, tout citoyen peut désormais soulever la question prioritaire de constitutionnalité, et d'éminents juristes ont manifesté leur crainte de voir déclarer le texte inconstitutionnel. Et dans le cas qui nous préoccupe, il s'agit d'une question importante puisque l'on parle de la liberté d'expression et d'opinion. J'ai toujours été très réservée sur les textes mémoriels et sur tout ce qui s'y rattache. Contrairement à ce qu'a dit Monsieur le ministre, ce texte n'est pas seulement de nature technique, ni de coordination juridique. Par son rattachement au seul génocide reconnu par la loi, mais pas par les instances internationales, à la différence de la Shoah, il relève bien du registre mémoriel. C'est donc un texte fléché qui vise expressément le génocide arménien. C'est la raison pour laquelle nous faisons le lien avec le texte précédent, et ce n'est pas par hasard si beaucoup de nos collègues le font. Lors de l'adoption du texte visant les effets positifs de la colonisation, j'ai cosigné une tribune avec mon collègue Jean-Pierre Michel où nous exprimions nos réticences. La loi, l'histoire et la mémoire sont de nature et de construction différentes. Écrire l'histoire est une responsabilité très lourde. Cette activité de nature scientifique a pour objet premier d'établir les faits,
C'est bien parce que les historiens refusent la notion de vérité historique qu'ils ne s'accommodent pas de thèses officielles. Cependant, imposer par la loi le sens à donner à des événements historiques est une interprétation partisane, ce n'est pas le rôle des États. En revanche, l'État a le devoir de permettre à la communauté des historiens d'agir avec l'objectivité qui la caractérise. La mémoire, quant à elle, est labile, elle est dans l'affect, dans l'émotion, elle est nécessaire, elle rend toujours vivants ceux qui ne sont plus et qui nous ont précédés. Mais pour reprendre les propos de Jacques Le Goff, la mémoire ne cherche à sauver le passé que pour servir le présent et l'avenir. Le négationnisme est une insulte à la mémoire. La loi, quant à elle, n'a pas vocation à trancher les rapports entre l'histoire et la mémoire, et comme l'a justement dit Robert Badinter, et cela a été rappelé par plusieurs intervenants, le Parlement n'est pas un tribunal. Mes chers collègues, comme Jean-Michel Bailly, je m'interroge. Comment aurions-nous réagi si un pays tiers avait légiféré pour reconnaître dans sa loi certaines exactions que nous aurions commises dans le passé? Notre propre histoire n'est pas exemplaire. Au contraire, cherchons à pacifier les rapports entre l'Arménie et la Turquie, à faire en sorte que ce passé douloureux qui les lie devienne commun autour d'une vision partagée. Personne n'a à craindre le travail d'une commission d'historiens. S'il est exact que la Turquie a des difficultés à reconnaître la part d'ombre de son histoire, les choses commencent à évoluer. L'adoption de ce texte, mes chers collègues, aurait pour conséquence de radicaliser les positions de part et d'autre, alors que nous devons travailler à leur dépassement pour construire l'avenir. En conclusion, mes chers collègues, notre pays est composé de citoyens porteurs d'identités multiples et complexes. J'ai moi-même recueilli les débris de l'histoire franco-algérienne dont on a réveillé brutalement les blessures en février 2005 sans en mesurer les dégâts. Fallait-il vraiment que le législateur s'engage à écrire une histoire officielle? Le destin de ce funeste article 4 voté, puis déclassé et enterré, devrait aujourd'hui guider notre jugement. Vous comprendrez, mes chers collègues, que par cohérence et par fidélité, je suive l'avis de la commission des lois et que je sois contre l'article 1er et donc favorable aux amendements de suppression qui vont vous être proposés. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Yves Lecomte. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la loi qui nous est soumise est une loi imparfaite quant à sa rédaction et inopportune compte tenu du contexte européen et international. C'est pourquoi je m'abstiendrai sur cet article comme sur cette proposition de loi. Cette loi est imparfaite pour deux raisons. Elle nous est présentée comme une loi portant transposition du droit communautaire sur la lutte contre le racisme, ce qu'elle n'est pas, car elle va largement au-delà et sur d'autres sujets. Elle comporte un risque d'anticonstitutionnalité qui a déjà été longuement évoqué. La séparation des pouvoirs est un principe essentiel que le législateur doit s'imposer seul, sans s'en remettre a posteriori au juge constitutionnel. Si le législateur n'est pas dans cet état d'esprit, il alimente le soupçon d'une loi qui ne serait que l'émanation d'un rapport de force. Un génocide, c'est le crime le plus odieux qui soit. Le nier, c'est le perpétuer. En refuser la mémoire, c'est en prolonger la souffrance. Le génocide des Arméniens est un fait incontestable. Il a été à l'origine même de cette notion qui a vu sa traduction juridique s'appliquer à la Shoah. Une partie de ces crimes a déjà été jugée par des tribunaux turcs, ceci avant que leur négation ne constitue l'un des éléments fondateurs du régime de Mustafa Kemal. La France, nous dit-on, ne serait pas concernée par le génocide des Arméniens. Curieuse manière de voir les choses. Ainsi, dans l'histoire intime de plus de 500 000 Français, l'arrivée en métropole de leurs parents, de leurs aînés est directement liée aux crimes subis par leurs frères, leurs sœurs, leurs parents. La liberté de la recherche, qui est un principe fondamental, n'a en aucun cas été remis en cause par la loi Guesso. Face à des faits incontestables, la recherche historique, sa liberté, sa capacité à approfondir tous les aspects de la vérité n'ont rien à craindre d'une loi dont la vocation est de protéger la mémoire des victimes. Quant à la liberté d'expression, elle est comme toute liberté, limitée par la liberté de l'autre. Or, le négationnisme est une violation de l'identité, de l'intégrité de la personne. C'est pour cela qu'il est insupportable, qu'il doit être combattu et poursuivi. Ainsi, les centaines d'emails négationnistes que nous avons reçus ces dernières semaines sont probablement scandaleux. Considérant que la loi doit être un outil de cohésion de la société et de la collectivité nationale et qu'il ne peut y avoir d'intégration dans la négation de l'identité de la personne et de ses origines, le principe d'une loi contre le négationnisme ne me semble pas à rejeter par principe, bien au contraire. Toutefois,
Au-delà des réserves juridiques sur le texte qui nous est proposé, plusieurs éléments du contexte actuel me semblent devoir nous inciter à la prudence. D'abord, avec à la tête un président qui a commis le discours de Dakar, la France n'a aucune légitimité aujourd'hui à donner des leçons à quiconque en matière d'histoire. Deuxièmement, la Turquie vit depuis une dizaine d'années en transition démocratique. L'un des principaux moteurs de celle-ci a été l'ouverture de négociations pour son adhésion à l'Union européenne, perspective stoppée depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Dénier une perspective européenne à la Turquie est une erreur historique. Elle provoque des crispations remettant en cause l'aboutissement et la réalité de la transition démocratique portée par l'AKP depuis son avènement au pouvoir. Cette perspective européenne a favorisé les intellectuels, les universitaires turcs, qui depuis des années travaillent à la reconstitution de la mémoire et parlent sans tabou du génocide arménien. Certains, tels que Hrant Dink, ont en effet donné leur vie pour cela. Et l'on doit constater les effets de la dérive autoritaire aujourd'hui de l'AKP, les arrestations de journalistes ou de militants des droits de l'homme. Je refuse de participer à une opération où M. Sarkozy et Erdogan construisent leur antagonisme pour aller à la recherche des voix nationalistes dans leurs pays respectifs. D'ailleurs, quand M. Sarkozy est à Yerevan, M. Guéant est à Ankara sous couvert de coopération antiterroriste pour appuyer la Turquie dans sa politique de répression envers sa population d'origine kurde. 4 préoccupations devraient nous guider. Premièrement, le rôle de la Turquie dans toute solution à la tragédie vécue aujourd'hui par le peuple syrien ou dans la relation de la communauté internationale avec l'Iran. Peut-on aujourd'hui, compte tenu de ces 2 sujets qui doivent mobiliser la communauté internationale, sacrifier la capacité de la France d'agir en commun avec la Turquie ? Deuxièmement, une gestion humaine de l'immigration dans l'Union européenne oblige à établir des relations d'un autre niveau avec la Turquie, qu'elle est aujourd'hui la première porte d'entrée dans l'Union européenne de l'immigration illégale. L'incapacité à ouvrir des perspectives nouvelles à la relation entre l'Europe et la Turquie, ce sont les plus faibles migrants qui le payent et qui feront le frais de politiques d'immigration antagonistes entre la France et la Turquie. Troisièmement, il faut inciter les sociétés civiles turques, arméniennes, les diasporas, à dialoguer pour redécouvrir des réflexes, des traditions, des principes partagés. Notre rôle est là, en Europe, avec la diaspora arménienne, aux côtés des 20 000 Turcs qui manifestaient le 19 janvier dernier à Istanbul pour commémorer les 5 années de la mort de Hrant Dink, pour protester contre un procès truqué, partial, qui protège les complicités établies au sein même de l'État turc. Refuser les antagonismes, faire émerger le dialogue, c'est ainsi que nous serons utiles à l'Arménie qui souffre tant du blocus de sa frontière avec la Turquie, que nous apporterons notre soutien nécessaire à la transition démocratique en Turquie. Je récuse l'approximation juridique, la précipitation politique qui a inspiré ce texte. C'est pourquoi je m'abstiendrai sur ce projet de loi comme sur cet article. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Claude Perronnet. Merci, Monsieur le Président. Je ne voterai pas cet article 1, comme je ne voterai pas la loi. Je voterai même contre. Et je regrette que l'expression que j'exprime ainsi ne se soit pas mieux exprimée dans la discussion générale, de même que je pense que le système de vote bloqué pour les scrutins publics aboutit à faire voter la loi par les absents. Et ça n'est pas très satisfaisant. Je ne me dédierai pas. Je suis toujours en cohérence avec le vote exprimé le 13 avril 2011 par... Oui, Monsieur Gaudin, c'est vrai. Par la commission des lois, dont on pourrait, bon, c'est pas la discussion, mais on pourrait imaginer un système comme à l'Assemblée nationale, désormais, où il y a une délégation de vote par présent, et ça changerait beaucoup les choses. Bien, donc je dis que je suis en cohérence avec le vote qui a eu lieu à la commission des lois, et tel qu'il a été déjà exprimé tout à l'heure par Jean-Pierre Sueur. Le 13 avril 2011 avait lieu donc ce vote. Le texte, je le crois profondément, est anticonstitutionnel parce que le Parlement s'érige en juge sur un sujet sur lequel aucune décision supérieure ne l'obligeait à légiférer. Nous sommes là dans un cas de figure très différent de la Shoah. Tout ceci est maintenant bien établi. Je pense que comme il ne se trouvera hélas, probablement pas assez de parlementaires pour déférer cette loi devant le Conseil constitutionnel, il faudra attendre, pas sûr, il faudra attendre qu'un particulier condamné par un jugement le saisisse, le Conseil constitutionnel, au titre de la question prioritaire de constitutionnalité, ce qui aboutira inévitablement à la censure de cette loi. Cela est écrit. J'avais déjà de fortes réticences à accepter le vote des lois mémoriales. Ma gêne venait tout autant d'une réserve à l'égard de la
propension de la France à donner des leçons au monde entier que de l'absence de normalité de ce type de loi. Mais on peut en rester là, puisque désormais, et c'est une bonne chose, ce type de loi mémorielle est avantageusement remplacé par des résolutions, expression d'un souhait, ce qui est très différent. Dans le cas présent, au-delà de la reconnaissance, nous sommes passés à la pénalisation. De quel massacre s'agit-il? Il s'agit des massacres reconnus par l'ONU, 3, pas plus, des génocides reconnus par l'ONU, 3, celui des Arméniens, celui des Juifs et des Tziganes, qu'on oublie toujours, et celui des Tutsis en 1994. La reconnaissance de ces génocides, jusque-là, n'implique nullement une stérilisation de la recherche historique. La pénalisation nous fait franchir un nouveau stade, et c'est en tant qu'historien que je ne peux accepter cette proposition de loi. Personne parmi les historiens ne conteste l'existence des massacres de masse dans la Turquie de 1915 et 1916. Certains, cependant, s'interrogent sur le caractère génocidaire qui suppose une volonté d'État. Et il me semble que la qualification de massacre de masse ou crime contre l'humanité ou ethnocide ou génocide, il me semble que toute cette nomenclature de l'horreur est l'affaire des historiens. Car l'histoire, M. Carucci, vous le savez bien, aussi bien que moi, l'histoire est un métier qui s'apprend, qui a ses méthodes extrêmement rigoureuses. Et quand je lis ce matin dans un journal parisien l'affirmation de quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'estime par ailleurs pour ses luttes passées, déclarer dans un raccourci aussi saisissant qu'approximatif que le massacre des Arméniens, s'il n'avait pas eu lieu, aurait entraîné l'absence de Shoah. Je dis que vraiment, il faut laisser l'histoire aux historiens et les laisser libres de leurs recherches. Je prétends, après bien d'autres, et de grands historiens qui se sont exprimés en 2005 dans le manifeste intitulé « Liberté pour l'histoire », je prétends donc que l'intrusion du législateur dans le travail des historiens ne peut qu'aboutir à une restriction de la liberté de l'historien, de sa liberté de recherche et d'expression, éventuellement, Monsieur le ministre, par autocensure. Je prétends que la loi, par les choix qu'elle opère dans les génocides qu'elle distingue, est forcément partiale, contrairement à l'histoire libre et qui étudie tout le champ des massacres au fil du temps. Et donc, si l'on reconnaît par la loi, puis pénalise le délit d'événements survenus il y a un siècle, pourquoi ne pas reconnaître et les ratonnades et les massacres de la colonisation algérienne, par exemple, et même, pourquoi pas, la Saint-Barthélemy, mais sans remonter aussi loin, beaucoup plus près de nous. Pourquoi ne pas reconnaître l'épouvantable hécatombe perpétrée par l'aviation britannique à Dresde selon une volonté d'élimination systématique des populations exclusivement civiles? Alors, les débats des historiens pour qualifier un massacre, massacre de masse, crime contre l'humanité, crime de guerre, génocide, pouvaient passer pour passablement académiques. Désormais, cette discussion sera quasi interdite sur le sujet des Arméniens sous peine d'emprisonnement. Je note que des historiens de grande valeur, dont la qualité des travaux est universellement reconnue, risquent désormais des ennuis judiciaires. Je parle de Pierre Vidal-Naquet, le combattant des assassins de la mémoire, et je parle de Madeleine Robériou, lumineuse spécialiste de Jaurès et longtemps présidente de la Ligue des droits de l'homme. L'histoire n'est pas commémoration, l'histoire n'est pas religion, elle n'est pas mémoire. L'histoire est une science. Vous terminez, cher collègue. Je termine. La vérité qu'elle établit n'est pas stable, elle ne doit pas l'être. Cette vérité, elle peut évoluer en fonction des interprétations nouvelles, elles-mêmes issues, par exemple, de la découverte de nouvelles sources. Madeleine Robériou, et c'est ma conclusion, l'a fort bien écrit, le concept même de vérité historique récuse l'autorité de l'État, et elle ajoutait, la loi ne saurait dire le vrai. Merci. La parole est à Monsieur Philippe Madrelle. Monsieur le ministre, mes chers collègues, j'interviendrai d'une manière cursive. Beaucoup de choses ont été dites, mais je voudrais dire que le génocide arménien est naturellement une réalité indéniable. Il n'y a aucune ambiguïté à ce niveau-là. Mais je considère, comme beaucoup d'autres, qu'il n'appartient pas aux parlementaires français de criminaliser la négation de ce génocide et d'écrire l'histoire. D'ailleurs, on n'élit pas les parlementaires à l'aune de leur connaissance historique. Ça se saurait. Oui, fort heureusement. Cette énième loi est dangereuse. Je crois que vous avez très bien compris. Cette énième loi est dangereuse, inutile,
opportuniste et inopportune. Je ne reviendrai pas sur le caractère préjudiciable de constitutionnalité majeure valable pour toutes les lois mémorielles que Robert Badinter qualifie de compassionnelles. Mais, Monsieur le Président, mes chers collègues, je voterai contre l'article 1 et donc contre cette loi dangereuse qui risque de ruiner tous les efforts et les travaux entrepris en Turquie par les deux communautés sur un travail de mémoire. Grâce à l'initiative de nombreux intellectuels, une demande collective de pardon a été adressée à la communauté arménienne et la société civile s'est enfin emparée de ce passé douloureux qui n'est plus tabou. Je voterai contre cette loi inutile qui risque d'envenimer durablement les relations bilatérales entre nos deux pays. Le président Sarkozy n'a eu de cesse de montrer son opposition à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Je voterai contre cet article et contre cette loi de circonstance liée à une échéance politique. Ce n'est pas de cette façon que l'on peut assurer le respect dû au passé tragique de telle ou telle communauté. C'est un acte irresponsable qui va à l'encontre de la défense et de la protection des intérêts du peuple arménien et qui ne manquera pas de pousser un peu plus au communautarisme. Une attitude digne de notre pays et de son histoire ne consisterait-elle pas plutôt à encourager et accompagner les efforts de réconciliation entre les deux communautés? Et je n'oublie pas le rôle essentiel que la Turquie va être amenée à jouer dans le conflit syrien et dans toute cette région de la Méditerranée orientale. Pour toutes ces raisons, je voterai contre l'article et contre cette loi. La parole est à Monsieur Roger Karoutchi, dernier intervenant. Monsieur le Président, très brièvement, je veux reprendre parce que j'ai entendu Monsieur Perronnet et d'autres sur une espèce d'un coup de sacralisation du rôle des historiens. Alors comme je me sens, comme d'autres ici, un peu concerné, je voudrais quand même qu'on revienne un peu à des choses plus simples. C'est une évidence que c'est aux historiens de faire le travail d'analyse, d'étude, d'approfondissement. C'est évidemment pas au Parlement, pas plus ici qu'ailleurs, de dire tel événement s'apparente à un massacre ou à un génocide. C'est pas à nous, ça, de le faire. C'est aux historiens de le faire. En revanche, et je pense que tout le monde peut être d'accord là-dessus, les historiens, par définition, et quelle que soit leur qualité, et quelles que soient leurs analyses, et quelle que soit leur position, et je l'ai dit tout à l'heure, ils sont pour la plupart parfois en désaccord, parce qu'il y a des écoles historiques qui ne sont pas identiques, et c'est normal dans l'ensemble des pays, et notamment dans le nôtre. Mais les historiens n'ont absolument aucune habilitation à dire « nous avons dit », mais après, ce n'est pas nous, historiens, qui allons, par définition, prendre les mesures. Si vous dites, tous les historiens sont d'accord sur la Shoah. Tous les historiens sont d'accord sur la Shoah. Bon, très bien. Mais ce n'est évidemment pas les historiens qui vont prendre les mesures d'État nécessaires pour dire voilà comment on lutte contre le négationnisme sur la Shoah. Ils n'en ont ni le pouvoir, ni la capacité. Quand on dit il faut laisser aux historiens, mais les historiens, ce sont des mains transparentes, des esprits savants, mais qui, par définition, ne peuvent pas concrètement protéger, puisque, par définition, ils ne sont pas là pour ça, ils n'en ont pas le pouvoir. Donc, mais non, mais ils le disent. Quand on dit, on l'a dit tout à l'heure, il y a 3 génocides reconnus au niveau international, avec notamment, pourquoi pas, le génocide concernant les Tutsis au Rwanda. Mais ce sont les historiens qui ont dit il y en a 3. Ça veut dire que si le Parlement français disait demain on en invente un ou on en crée un, là, on serait les premiers à dire attendez, à quel titre vous définissez ça? Mais si les historiens se sont mis d'accord, entre guillemets, sur 3, sur cela, quand la France est concernée, et sur la communauté juive, elle est naturellement concernée, et quand on dit sur les Arméniens, on n'est pas concerné, c'était pas chez nous, et c'est pas nous. J'ai jamais dit que c'était nous, heureusement. Mais nous avons en France 500 ou 600 000 Français d'origine arménienne. Ce n'est pas du tout une attaque contre l'État turc, et je ne demande sûrement pas à l'État turc d'avancer aussi vite que nous. Mais je dis seulement, il faut bien que les politiques prennent les mesures de précaution. Les historiens peuvent analyser autant que vous voulez. Ils ne prendront pas les mesures de précaution. Ils ne prendront pas les mesures de protection. C'est le Parlement français qui doit les assumer, ces mesures.
Voilà. Alors, oui au travail des historiens, aussi approfondi qu'on le souhaite, non au fait que le Parlement s'immisce dans un travail d'historien qui ne serait pas abouti, mais lorsque le travail historique est abouti, il faut bien qu'il y ait des décisions politiques. Bien. Je suis maintenant saisi. Ah, pardon. Ah, Monsieur Carrère, oui, c'est vrai que. Excusez-moi. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, je voudrais intervenir ici en ma qualité de sénateur socialiste, mais aussi de président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Je voudrais d'abord, ou alors, Monsieur Carucci, vous me dites que je ne peux pas intervenir. Je vois votre pli de figure, je ne vous contrarie pas. Bien. Non, mais il y a des plis de figure éloquents. Je voudrais... Merci. Je voudrais d'abord souligner la qualité du débat que nous avons aujourd'hui sur les questions importantes soulevées par cette proposition de loi. Alors moi aussi, bien évidemment, je condamne toute forme de négationnisme qui constitue une atteinte odieuse à la mémoire des disparus et à la dignité des victimes. Il y a eu un génocide et je tiens à exprimer, au nom de la commission que je préside, notre respect pour le peuple arménien et les terribles épreuves qu'il a endurées. Je ne reviendrai pas sur les interrogations que suscitent les lois dites mémorielles, quelles qu'elles soient. Il y a d'ailleurs entre nous débat. Les uns pensent qu'elle l'est, d'autres nous assurent qu'elle ne l'est pas. D'autres intervenants en ont souligné brillamment les avantages et les inconvénients. Je suis d'avis que le Parlement ne peut se transformer en tribunal. Mais je voudrais surtout ici souligner le contexte géopolitique dans lequel nous discutons aujourd'hui de ce texte. Nous vivons dans un monde où les incertitudes stratégiques se sont rapprochées de la rive sud de la Méditerranée. Il y a bien sûr le conflit israélo-arabe qui n'a aucunement perdu de son intensité. Il y a les printemps arabes qui ont été des moments heureux, les progrès de la liberté et de la démocratie, mais qui, dans cette phase de transition, ont débouché sur une situation d'incertitude majeure. Je pense en particulier à l'Égypte, mais aussi à la Syrie, qui est au bord de la guerre civile. Dans ce contexte incertain, nous avons plus que jamais besoin d'une relation étroite, confiante avec la Turquie, tout comme la Turquie a besoin de nous. Que l'on me comprenne bien. Je regrette de part et d'autre les réactions disproportionnées qu'a suscité ce texte. Je voudrais cependant rappeler que la Turquie constitue depuis longtemps, au sein de l'OTAN, un partenaire fiable, un allié sûr, et aujourd'hui une puissance émergente incontournable au Moyen-Orient, dans le Maghreb et dans le Caucase. Au-delà de la question de l'adhésion ou non de la Turquie à l'Union européenne, je regrette que le président de la République ait tout au long de son quinquennat multiplié les faux pas et ici ou là des humiliations à l'égard d'un grand pays avec lequel nous aurions dû tisser un partenariat stratégique. Car j'ai la conviction, mes chers collègues, que pour assurer la sécurité de la France et de l'Europe, il nous faudrait tisser des partenariats structurels avec la Turquie et avec l'Algérie. Or, cette politique d'à-coups, sans vision de long terme, ne nous aura permis d'avancer ni dans un sens, ni dans l'autre. Aujourd'hui, avec cette proposition de loi, je crains que nous fassions un pas supplémentaire dans la mauvaise direction. C'est pourquoi je ne voterai ni l'article 1, ni le texte final. Je comprends les préoccupations des uns et des autres, et loin de moi le souhait de minimiser l'ampleur du génocide arménien et la nécessité de préserver la mémoire des disparus. Je souhaite simplement, par ce vote, rappeler les intérêts à long terme de la France et le contexte géopolitique particulièrement préoccupant dans lequel nous vivons actuellement. Ce n'est pas le lieu
mes chers collègues, ici, pour réfléchir à ce que devrait être une politique étrangère rénovée, mais il m'arrive de penser que nous pourrions mieux protéger les intérêts de la France si nous arrivions à donner un contenu à notre politique à l'égard de la Méditerranée, dans laquelle la Turquie aurait évidemment une place majeure. Sur l'article 1er et le vote sur l'article 2 des couleurs 1 et après il y aura un vote sur l'ensemble. Bien. Alors, je suis saisi de trois... Monsieur Café, vous... Monsieur le Président, je n'ai pas du tout pour une explication de vote, mais simplement pour signaler un problème technique de mon groupe qui est en manque de bulletins. Donc, je voulais savoir quelle était très précisément la procédure, en fait. Nous allons donc voter sur l'amendement de suppression. Est-ce que le rejet de cet amendement de suppression vaut adoption de l'article, ou serons-nous, au contraire, contraints à un vote de l'article? Auquel cas, je serai obligé de demander une suspension de séance, car mon groupe est en manque de bulletins, nous venons de le recevoir, et il me faudra une dizaine de minutes, en fait, pour pouvoir préparer, en fait, les bulletins pour et contre, puisque mon groupe n'est pas totalement unanime sur cette question, vous l'avez compris. Chers collègues, j'avais l'intention d'évoquer cette question à l'issue du vote du premier article, puisqu'il s'agit du premier amendement, puisqu'il s'agit d'amendements de suppression, et que sinon nous aurons 6 scrutins publics. Et si il y avait effectivement le rejet de ce premier amendement, nous aurions pu, par convention, admettre qu'il en était ainsi pour le reste et voter ensuite simplement sur le projet global à la fin. Ça vous va? Bien. Bien. Bon, donc, vous avez anticipé la chose, mais nous allons donc procéder ainsi. Alors, je suis saisi de 3 amendements identiques faisant l'objet d'une discussion commune de suppression à l'article 1. Donc, je vais donc demander à M. Mézard de présenter ce premier amendement. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Oui, s'il s'agit d'un amendement de suppression, il vient d'être rappelé que ce débat avait été de qualité. Il n'en reste pas moins qu'il a été souvent surréaliste. Et que, très certainement, il laissera des traces, et des traces importantes pour notre pays, ce qui est profondément regrettable parce que nous sommes convaincus qu'on n'a pas bien mesuré les conséquences de ce texte et que les expressions que nous venons d'entendre, d'ailleurs, sont l'illustration du fait que ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises depuis le début de l'après-midi correspond à la stricte réalité, c'est que les échéances prochaines au niveau présidentiel ont vicié ce débat. En ce qui concerne cette demande de suppression de l'article 1er, je rappelle que cet article 1er, qui touche de manière importante à la loi de 1881 sur la presse, et ce n'est pas neutre, comme l'a rappelé la présidente Catherine Tasca, indique que les peines prévues à l'article 24 bis sont applicables à ceux qui ont contesté ou minimisé de façon outrancière l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide définis à l'article 211-1 du Code pénal. Or, je l'ai dit tout à l'heure, cette notion même de minimisation de façon outrancière est une véritable aberration juridique. Et il est bien évident qu'elle aboutirait à des difficultés d'application fondamentales. Et en libellant ainsi la loi, indépendamment d'ailleurs des problèmes que cette notion pose, elle signifie que toute démonstration, mes chers collègues, qui tendrait à établir, par exemple, qu'un massacre impitoyable et méthodique a eu lieu, mais que celui-ci ne paraît pas cependant relever de la catégorie juridique du génocide, pourrait être poursuivi. Et je
fait référence très clairement, d'ailleurs, aux explications qu'a données à juste titre notre collègue Perronnet. Ce n'est pas raisonnable, pour le dire de manière différente, si la loi a reconnu un génocide, aucune autre qualification ne serait plus possible, sauf à provoquer des sanctions pénales. Or, notre Conseil constitutionnel a toujours considéré, à propos de la liberté proclamée à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, que, je le cite, cette liberté implique le droit pour chacun de choisir les termes jugés par lui les mieux appropriés à l'expression de sa pensée. Ce n'est donc là aussi pas un texte neutre et sans conséquence par rapport à des principes qui, pour nous, sont fondamentaux dans notre République. Et là encore, la suppression de cet article 1 est parfaitement justifiée. Bien, merci. Monsieur Gors, vous souhaitez présenter votre amendement? Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais rendre un hommage tout particulier au travail de notre rapporteur, qui n'a pas été suffisamment salué. Il a fait tout à l'heure une démonstration sur laquelle je n'insisterai pas sur le plan juridique, mais qui mérite la considération de notre Assemblée, et j'en suis sûr, du groupe auquel il appartient. Par ailleurs, je voudrais dire, dans la mesure où je fais partie de ceux qui voteront contre ce texte et pour l'article de suppression que je présente, je voudrais dire à la fois l'émotion que nous pouvons ressentir au regard de celle qu'éprouvent nos compatriotes d'origine arménienne et la colère que peut parfois nous inspirer l'absence de reconnaissance par le gouvernement turc de cette réalité tragique et les pressions d'ailleurs qui ont été exercées sur les uns et les autres au cours de ces dernières semaines qui, à mon avis, n'ont pas servi la cause de la Turquie. Mais au-delà de cela, la question qui nous est posée, me semble-t-il, et qui n'a pas été abordée dans ce débat, est la question du rapport que nous pouvons avoir avec notre nation. C'est au fond cette question qui nous est posée, car en légiférant sur des sujets qui touchent à l'histoire, nous touchons à quelque chose qui est particulièrement sensible, qui est ce qui fait le cœur même de ce que nous représentons, représentants de la volonté nationale, la nation. La nation, elle s'est faite au fil du temps et des épreuves. Elle est donc l'élément d'une mémoire. Mais cette mémoire, elle est distincte de l'histoire. Et l'une des erreurs que nous commettons, que vous commettez en votant ce texte, c'est que vous prétendez faire l'histoire en rappelant une mémoire. Il faut distinguer l'une de l'autre, surtout si l'on veut faire l'histoire par la mémoire au moyen du droit et de la loi. Mais au-delà de notre rapport à la nation qui est posé, c'est le rapport donc à notre mémoire nationale qui est posé. Et notre mémoire, elle ne sépare pas, elle ne distingue pas. Elle n'est pas le résultat ou l'addition de mémoires partielles. Elle est construite à la fois d'une mémoire paysanne et d'une mémoire ouvrière que l'on n'oppose pas. Elle est la construction faite à partir d'une mémoire religieuse, depuis le baptême de Clovis, jusqu'à une mémoire laïque, celle de la loi de séparation. Elle est faite d'une mémoire monarchique, celle des sacres de Reims, mais aussi d'une mémoire républicaine, qui commence si tôt après la Révolution et qui s'exprime par exemple par Gambetta au balcon de l'hôtel de ville de Paris, puis de Tours, appelant à la défense nationale. Tout cela, c'est notre mémoire. Elle synthétise, elle ne catégorise pas, elle réunit, elle ne sépare pas. Elle n'invite pas chaque membre de la communauté nationale, justement, à en revendiquer une part, mais à y prendre toute sa part. Et en votant des textes qui conduisent à séparer la mémoire des uns et des autres, en laissant entendre que notre mémoire nationale ne serait que cette addition, alors nous prenons le risque d'opposer les mémoires les unes aux autres. Et quand j'entendais devant le Sénat tout à l'heure nos compatriotes d'origine arménienne d'un côté et nos compatriotes d'origine turque de l'autre, j'avais là la démonstration, malheureusement, que cette loi était malvenue, puisqu'elle faisait que des Français d'origine différente pouvaient se disputer sur un élément de leur histoire et de leur mémoire et interpeller la représentation nationale sur la façon dont elle allait l'interpréter. C'est une faute que nous commettons ici. Alors naturellement, il faut enrichir cette histoire. Nous avons cette responsabilité, mais cela doit se faire non pas par la loi, mais par le mouvement des idées et des choses. Nous devons l'enrichir, par exemple, de celle de tous nos compatriotes immigrés qui ont beaucoup à dire sur le rapport à la nation et les conditions dans lesquelles celle-ci a été prise en compte.
Nous pouvons le faire naturellement par la mémoire de nos compatriotes d'origine arménienne, mais si nous le faisons, alors faisons-le, comme cela a été dit, par la résolution et la commémoration, en leur indiquant la place symbolique qui est la leur et que leur reconnaît la nation, pas par la loi, pas par la sanction pénale, pas par les moyens répressifs qui n'ont rien à voir avec ce débat. J'ajoute qu'une nation qui passe son temps à se retourner sur son histoire et qui plus est sur celle des autres, pour se disputer et se déchirer, est une nation qui démontre à l'envi qu'elle ne sait plus écrire l'histoire qui est devant elle. Et c'est justement parce que nous devons nous tourner vers l'histoire qui est devant nous que nous devons cesser de nous disputer sur la mémoire et l'histoire qui est derrière et qui appartient aux historiens, c'est-à-dire à la vérité scientifique, et n'en déplaise à M. Carucci, pas aux politiques. Bien. La parole est maintenant à Madame Goulet pour la présentation de l'amendement numéro 7. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à ce stade du débat et à cette heure, vous pensez que je ne vais pas m'attarder sur cet amendement de suppression puisque tout a été dit. Et le ministre et les débats que nous avons eus cet après-midi m'ont quelque part un peu rassuré, car voyez-vous, j'ai la faiblesse de penser que Robert Badinter a raison. J'ai la faiblesse de penser que Pierre Nora a raison. J'ai la faiblesse de penser que le Parlement n'est pas un tribunal, et en conséquence de quoi j'avais déposé cet amendement motivé, comme vous pouvez le lire, parce que j'avais le sentiment que l'adoption de ce texte ferait domino avec le texte de 2001 et qu'il n'est pas du tout dans mes intentions ni dans ma volonté de nier la réalité du génocide arménien. En conséquence de quoi, pour éviter ce jeu de domino tel que je l'avais compris et tel qu'il avait été exposé brillamment également par le président Sueur et avant lui par Jean-Jacques Hyest, j'avais déposé cet amendement de suppression. Donc à partir du moment où le ministre m'assure que le recours devant le Conseil constitutionnel du texte que nous votons aujourd'hui ne fera pas domino avec le texte de 2001 et que finalement la loi sur le génocide arménien est en quelque sorte protégée par les débats que nous avons eus cet après-midi, je vous dirais franchement, très honnêtement, que j'en crois pas un mot. Mais puisque le ministre me l'a assuré, je vais retirer mon amendement de suppression et voter celui de M. Mézard. Bien. Je vous remercie, Madame Goulet. Alors, avis de la Commission sur ces amendements. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, la Commission est bien sûr favorable à l'ensemble de ces trois amendements, pour une raison très simple. J'ai exposé les raisons très fortes pour lesquelles nous pensons que ce texte est inconstitutionnel. Nous n'avons pas été suivis par le Sénat pour ce vote-là et pour les motions de procédure, mais nous considérons que ce texte doit être rejeté pour cette raison. Aussi, fort logiquement, sommes-nous pour l'amendement de suppression. Je voulais dire que les derniers orateurs ont ajouté beaucoup d'arguments encore, si c'était nécessaire, et qu'il m'arrive de regretter qu'un certain nombre de nos collègues n'aient pas pu les entendre. Parce que, voyez-vous, un débat parlementaire, c'est un débat où, logiquement, on devrait finalement se forger peu à peu sa conviction finale en entendant les uns et les autres. Il y a une logique du débat. Donc, je ne développe pas tout cela. Mais chacun sent bien que cette logique du débat, elle existe, comme l'a dit Jean-Claude Perronnet en particulier, et aussi tous les autres collègues. Donc, la Commission est favorable à ces trois amendements. Bien, Monsieur le Ministre, c'est à vous. Quel est votre avis? Bien, mon avis, Monsieur le Président, est bien sûr défavorable à ces amendements de suppression. Mais, Monsieur le Président Sueur, moi, ce que je regrette, et sincèrement d'ailleurs, car vous dites qu'il faut rester jusqu'au bout du débat, bien sûr, pour entendre les arguments de chacun, bien sûr. Mais ce que je regrette, c'est qu'au bout de 6h30 de débat, j'entende à l'instant exactement les mêmes arguments que ceux que j'ai entendus tout à fait au début. Tout à fait les mêmes. Alors, je voudrais simplement... Non, ce qui veut dire que je n'ai pas été assez convaincant. Alors, je vais répéter 2 ou 3 vérités, rapidement, parce que nous sommes ici pour faire le droit. Cet article... Pardon? Oui, mais je sais que vous êtes d'accord avec lui. Je sais, oui. Parce que c'est des origines lycéennes, c'est ça, bien anciennes. Bien. Non, sur l'article 1er,
j'ai entendu des choses quand même auxquelles il faut répondre. Car cet article 1er renvoie à l'article 24 bis de la loi de 1881. Je le dis, je cite personne, mais tous ceux qui ont utilisé cet argument exactement comme la loi Guessot. Donc, celles et ceux qui expliquent que le dispositif de l'article 1er n'est pas acceptable au prétexte que c'est une loi mémorielle, etc., donc disent que la loi Guessot ne devrait pas être appliquée. C'est le même article, c'est le 24 bis de la loi de 1881. Je voulais le dire parce qu'être contre cet article 1er, c'est être contre la loi Guessot. C'est important de le répéter. Le parallélisme des formes nous conduit simplement à faire de l'harmonisation pénale et à combler un vide juridique qui reste à combler pour le génocide arménien. Alors je terminerai, Monsieur Gore, j'ai entendu ce que vous avez dit, mémoire monarchique, mémoire chrétienne, mémoire républicaine, et la mémoire juridique, qu'est-ce que vous en faites? La loi Guessot prévoit la sanction du négationnisme. Il est normal que notre mémoire juridique se souvienne de cela et nous conduise aujourd'hui aussi à faire en sorte de sanctionner le négationnisme du génocide arménien reconnu par la loi. Voilà. Alors pour ces arguments, je ne répondrai pas à M. Carrère, je ne me permettrai pas. Je ne suis effectivement pas chargé des affaires étrangères et ce que vous avez dit concerne un autre débat qui n'a pas lieu à l'instant, Monsieur le Président. Donc pour toutes ces raisons purement juridiques, je souhaite que vous rejetiez ces amendements de suppression, mesdames et messieurs les sénateurs. Monsieur Gorge, c'est pour une explication de vote sur les amendements? Non, on est dans un... Non, c'est une explication de vote sur les amendements ou c'est plus tard? Bon. Bon, eh bien, je vous en prie. Vous me pardonnerez, monsieur. Il faut que je m'habitue aux procédures qui sont différentes de l'Assemblée d'où je viens. Merci d'insister sur ce point et d'avoir l'élégance de le faire. Je m'y plie naturellement volontiers. Simplement, je ne peux pas laisser M. Ollier développer l'argument qu'il vient de développer pour sans doute la énième fois sans réagir. Cela a été dit expressément par notre rapporteur tout à l'heure. Nous avons, s'agissant du génocide juif, la base juridique fournie par le procès de Nuremberg et les conventions internationales qui l'ont accompagné. Nous avons là l'élément à partir duquel la répression peut être exercée. Et quel que soit le sentiment que j'éprouve pour la souffrance du peuple arménien, rien ne me fera penser que l'on puisse mettre sur le même plan, ou que l'on puisse comparer, ou que l'on puisse établir une hiérarchie quelconque entre les souffrances, mais celle qu'a subie le peuple juif à travers la Shoah, celle qui s'est manifestée par une destruction systématique dans les camps d'extermination, celle qui s'est faite au nom d'une idéologie qui niait l'existence même de l'individu, celle qui a menacé la liberté de l'ensemble de notre continent, qui brûlait les livres et qui mettait en cause la vie même des hommes et des femmes parce que c'était son principe constitutif, celle qui a conduit à ce génocide ne peut pas être comparée à aucun autre, alors que l'on cesse de mettre sur le même plan ce qui a été la honte de notre civilisation, avec toutes les souffrances qu'ont subies les uns et les autres. Ça, je ne peux pas le laisser dire. Ça, je ne peux pas le laisser dire, parce que cela voudrait dire que l'on oublierait ce qui est la spécificité terrible, dramatique, dont nous avons tous et dont nous portons tous la marque de la Shoah, que nous n'oublions jamais ce que cela a représenté. Ne banalisons pas ce débat, même si nous ne faisons pas une hiérarchie entre les uns et les autres, jamais ne prenons ces comparaisons. Bien. S'il vous plaît. Bien. Nous allons maintenant passer au scrutin public, puisque je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe UMP sur le vote de ces amendements, pour lesquels l'avis de la commission est favorable pour ces amendements de suppression et l'avis du gouvernement est défavorable. Je voudrais vous rappeler, mes chers collègues, un moment d'attention, s'il vous plaît, au niveau des votes publics. Nous sommes convenus, si vous en êtes d'accord, que le rejet éventuel des amendements emporterait adoption de l'article, sur lequel nous ne revoterions pas, et par voie de conséquence, nous admettrions que M. Mézard
et Madame Goulet font retrait de leurs amendements, et il emporterait également donc ce vote adoption de l'article 2. Et nous ne voterions que sur le projet global, ensuite, avec, le cas échéant, explication de vote. Nous sommes d'accord? Il n'y a pas d'opposition? Bien. Allons-y. Il va donc être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Ceux qui souhaitent voter pour remettront au secrétaire un bulletin blanc. Ceux qui souhaitent voter contre remettront un bulletin bleu. Ceux qui souhaitent s'abstenir remettront un bulletin rouge. Le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. J'invite messieurs les secrétaires à procéder au dépouillement du vote. Alors, résultat du scrutin numéro 92 sur les amendements 4 rectifiés et 6 de suppression de l'article 1er de la proposition de loi. Nombre de votants 207. Nombre de suffrages exprimés 206. Majorité absolue des suffrages exprimés 104. Pour l'adoption 86, contre 120. Le Sénat n'a pas adopté
les amendements de suppression et, par voie de conséquence, l'article 1er est adopté. Ensuite, toujours par voie de conséquence, l'article 2 est adopté. Et je vais mettre aux voix maintenant l'ensemble de la proposition de loi. Et auparavant, y a-t-il des explications de vote? J'avais une demande de M. Christian Poncelet, tout d'abord. Et ensuite... M. Hu, Mme Tasca, M. Alfonsi. Mme Joissin. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, reprenant une expression de La Bruyère, au moment où j'interviens, je suis tenté de dire « tout a déjà été dit excellemment ». Cependant, tout le monde connaît mon opposition à l'intervention du Parlement sur la question du génocide arménien. En 2006, je m'étais opposé à l'inscription à l'ordre du jour de notre Assemblée d'une proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale. Plus récemment, en mai 2011, le Sénat, fort justement, avait adopté une exception d'irrecevabilité à une proposition allant déjà dans ce sens. Depuis, cette initiative a été relancée sous couvert de transposition d'une décision cadre adoptée par le Conseil de l'Union européenne. Il suffira donc, en conséquence, qu'un crime contre l'humanité ait été reconnu par le législateur pour que sa négation soit ipso facto susceptible de sanctions pénales. Je dois vous dire mon profond malaise à l'égard d'une proposition dont je crains qu'elle soit guidée par une logique de court terme et qu'elle apparaisse gravement préjudiciable aux relations de la France. La politique de mon pays ne se fait pas au prétoire, ni devant les tribunaux correctionnels. Et il n'est pas souhaitable, comme le recommandait le général de Gaulle, de s'immiscer dans les affaires intérieures d'autres pays. On en connaît les conséquences. Associer la délicate question de la mémoire et de la souffrance à une démarche législative qui, plus est de nature pénale, est peut-être l'ingrédient le plus dangereux et le plus fatal, car elle aboutit à piéger tout le monde. On en a eu quelques exemples dans les interventions qui ont eu lieu tout à l'heure. En sollicitant l'homme politique, nous risquons de le grever d'une charge qui ne lui échoit point, celle de se prononcer sur des questions historiques. L'histoire, ce sont avant tout les historiens qui la font, mais qui peuvent aussi la défaire, toute conclusion historique étant relative. Il ne s'agit pas de contester des faits, ni la douleur des familles et des descendants arméniens, mais je regrette qu'on en attribue au législateur une mission qui n'est pas la sienne. Le Parlement n'est pas l'enceinte destinée à valider des conclusions historiques et corrélativement à sanctionner tous ceux qui les contesteraient. Nous ne sommes pas l'instance appropriée, le Parlement est incompétent pour connaître de cette question. À l'heure où l'on appelle les hommes politiques à l'humilité, à l'heure où l'on fustige leur interventionnisme, constant et ambigu, et à l'heure même où l'on critique l'arrogance des dirigeants, le refus d'adopter cette proposition doit justement être un aveu d'humilité de notre part. Nous conduire sur un terrain où nous ne pourrions être que fragiles est un danger. Ayons le courage de ne pas nous y aventurer, sous peine de brouiller les rôles. Je ne crois pas que la société attend cela de nous. Notre tâche est déjà difficile. Laissons aux législateurs ces humbles missions qui sont déjà, particulièrement importantes et difficiles à résoudre. Ne les surchargeons pas, surtout sur le domaine de l'émotion et de la passion. Cette proposition de loi est une grave faute politique. Elle est d'autant plus malvenue car elle ruine nos convergences diplomatiques avec la Turquie, qui, au Proche-Orient, est devenue un pays stratégique, ne l'oublions pas. La Turquie a su attirer l'attention des masses arabes, tout en ayant de bons liens avec les Européens, les Américains et même, et j'y suis sensible, les Israéliens. C'est également un pays charnière qui fait la jonction entre plusieurs cultures et différents pays. Enfin, son régime politique est le moins controversé de toute cette partie du monde. Dans cette région, la Turquie est bien plus crédible
que d'autres pays. Pour ces raisons, c'est un partenaire utile, je dis bien un partenaire utile, notamment dans la résolution des crises que connaissent déjà certains pays et que d'autres, bien sûr, vont connaître prochainement. Cette proposition de loi sonnerait comme une provocation, en quelque sorte. Elle constituerait un grave préjudice pour nos exportateurs. La Turquie a tout fait pour faciliter nos entreprises. C'est un marché important dans lequel nos producteurs peuvent trouver des débouchés. Ne l'oublions pas. C'est aux Turcs eux-mêmes, je dis bien eux-mêmes, de tirer les conclusions de leur propre histoire. Ne nous substituons pas à un peuple dont on oublie aussi la sagesse et la finesse. Cette initiative me met d'autant plus mal à l'aise que la Turquie a fait des efforts. Laissons les petits pas que, grâce à la diplomatie parlementaire, nous avons pu réaliser. Laissons-les se poursuivre et ne cherchons pas à les enjamber machinalement. C'est la raison pour laquelle je vote contre l'adoption de cette proposition de loi qui n'a pas sa place dans un débat parlementaire. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Robert Hue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, avant de voter, je souhaite expliquer mon choix de façon publique et dans la plus totale clarté, de façon courte et dans le respect de la diversité de mon groupe. En toute cohérence avec mes précédents votes sur les lois mémorielles, sur lesquels j'ai été amené à prendre position, je voterai contre cette proposition de loi. Ce choix, je le fais d'autant plus facilement que j'ai voté alors comme député, en janvier 2001, la reconnaissance du génocide arménien, la reconnaissance des souffrances et des drames subis par ce peuple. Il n'y a aucune ambiguïté en la matière. Aujourd'hui, la question est pour moi tout autre. Il s'agit de savoir si le législateur peut ou doit écrire l'histoire. J'estime que non. Il ne s'agit pas pour moi de définir la mission de l'historien, j'en dirai un mot, mais au-delà de l'aspect simplement moral, et cela a été évoqué à de nombreuses reprises, je veux dire simplement que s'il adoptait ce texte, le législateur outrepasserait les pouvoirs qui lui ont été conférés par la Constitution. Je suis, chers collègues, sincèrement et intimement convaincu que cette proposition de loi contrevient à la séparation des pouvoirs. C'est en effet au juge qu'il revient de qualifier pénalement les faits. Les missions du législateur ne sont pas de prendre part au travail des historiens seuls habilités à rechercher, nos collègues l'ont dit, à travailler l'histoire, ni naturellement au travail des juges. Si ce texte est adopté et que le Conseil constitutionnel est saisi, pourra-t-il l'être? Il y a de fortes chances que ce dernier le déclarerait inconstitutionnel. Mais dans le même temps, le Conseil constitutionnel pourrait tout aussi bien remettre en cause la loi de 2001 reconnaissant le génocide arménien. Or, ce n'est pas ce que la grande majorité, toute sensibilité confondue, souhaite aujourd'hui au Parlement. Par ailleurs, personne ne doit oublier le contexte dans lequel nous sommes. Je le dis sans esprit polémique, il est pour le moins étrange que la droite relance un tel débat à quelques semaines de l'élection présidentielle, quelques mois après avoir rejeté un texte équivalent ici même. Il s'agit tout simplement d'une proposition de loi d'opportunité, pour ne pas dire d'opportunisme. Sur des questions aussi sensibles, les arguments d'autorité ne sont pas acceptables. Et c'est au nom des droits de l'homme portés si haut par notre pays à travers le monde que cette proposition de loi contrevient à la liberté d'expression et à la liberté de la recherche. Commémorer les barbaries, quelles qu'elles soient, poursuivre et renforcer le devoir de mémoire est une chose, notre rôle de législateur en est une autre. C'est pourquoi, et je termine, c'est pourquoi
de même que j'ai voté en toute responsabilité et toute conscience le 29 janvier 2001, je m'en souviens, la reconnaissance publique de la France du génocide arménien en 1915, de même, parce que je ne confonds pas l'histoire et la mémoire, je voterai contre un texte qui nous conduit tout droit, je le pense, à une violation des principes de la Constitution de notre République et fait courir les pires risques aux lois votées précédemment. Merci. La parole est à Madame Catherine Tasca. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, au terme de l'examen de ce texte que je ne voterai pas, on ne peut que regretter qu'il ait été déposé dans un contexte forcément très polémique, au début d'une campagne présidentielle et sous la pression constante des deux partis. Les porte-paroles des descendants des victimes arméniens veulent croire que les opposants à cette proposition de loi manquent de respect pour les victimes des massacres de 1915. Or, nul ici ni hors de cet hémicycle n'oserait aujourd'hui nier les événements qui ont conduit à la mort tant d'Arméniens voici un siècle. L'injustice et l'élimination dont ce peuple fut victime ne sauraient être effacées, tout comme d'ailleurs on ne saurait oublier les souffrances infligées à tant d'autres minorités dans l'Empire ottoman et plus près de nous, juifs, grecs, kurdes. On peut espérer que la Turquie moderne, qui conforte chaque jour son implication dans le concert international, assume enfin les fautes du passé et trouve tout particulièrement avec l'Arménie les voies d'une réparation et d'un voisinage serein. Je ne doute pas que la question de la constitutionnalité soit tôt ou tard tranchée par le juge constitutionnel, mais il nous faut dénoncer dès aujourd'hui l'opportunisme et la manipulation politique opérée par le président Sarkozy, qui, avec ce texte, espère faire coup double à quelques mois d'élections présidentielles. D'une part, il croit s'acquérir les voix des Arméniens de France, dont je veux croire qu'ils sont maîtres de leur vote en fonction de leurs convictions. D'autre part, il alimente un peu plus son cheval de bataille de longue date pour faire barrage à la candidature de la Turquie à l'Union européenne sur fond d'hostilité déclarée au monde musulman. De plus, il tente de maquiller le but de cette proposition de loi en prétendant qu'elle ne vise pas un peuple ou un État en particulier. Nous savons bien qu'il s'agit du génocide arménien et que c'est de la Turquie qu'il s'agit. Alors, mes chers collègues, ne laissons pas Nicolas Sarkozy instrumentaliser ainsi le Parlement et posons-nous sincèrement et en toute liberté de penser, comme nous y oblige notre mandat, les deux questions suivantes. Ce texte sert-il l'intérêt de l'Arménie? Assurément pas, car il intervient comme un jugement venu de l'extérieur et aucun peuple ne peut souhaiter se voir dicter son histoire. Ces dernières années, quelques progrès ont été enregistrés dans le dialogue entre la Turquie et l'Arménie. L'ingérence brutale du législateur français peut mettre à mal cette démarche, voire la condamner durablement. Les réactions violentes du gouvernement turc ne peuvent que susciter notre inquiétude sur l'avenir du dialogue entre ces deux pays. Au-delà des propos du gouvernement turc, nous devons prendre en compte l'évolution de l'opinion publique turque sur ce sujet et le rôle positif de certaines élites intellectuelles et des modernistes de progrès qui travaillent justement pour une réconciliation. Cette proposition de loi ne peut que donner de la voix en Turquie aux fractions les plus dures et au nationalisme le plus réactionnaire. Craignons pour nous l'effet boomerang qui nous est déjà revenu par la mise en cause de nos actions en Algérie. Deuxième question, ce texte sert-il les intérêts de la France? Assurément pas, car il compromet gravement les chances d'une diplomatie française vigilante et constructive, en partenariat respectueux avec la Turquie, ce qui ne conditionne en rien nos relations avec l'Arménie. Le Parlement français doit rester à sa juste place, ni juge ni historien. Il peut contribuer efficacement à la compréhension et à l'amitié entre les peuples turcs et français, ce à quoi s'attache notre groupe d'amitié. En revanche, il ne doit pas interférer avec l'action diplomatique. Je l'ai déjà dit lors de l'examen de l'article 1, la politique étrangère ne se définit pas au Parlement, c'est la responsabilité du gouvernement.
En l'espèce, il nous revient de contrôler cette politique. Je considère que Nicolas Sarkozy fait porter au Parlement une responsabilité qui n'est pas la sienne et que, sur le fond, il sacrifie les chances d'un dialogue avec la Turquie. Pouvons-nous prêter la main à une opération politicienne et renoncer à un dialogue équitable avec la Turquie, un grand pays qui joue un rôle croissant dans cette région du monde? Je pense que c'est une erreur grave de politique étrangère et je ne souhaite pas que notre Assemblée s'y associe. J'ajoute que nous devons avoir la préoccupation, comme cela a déjà été dit notamment par notre collègue Gors, de notre cohésion nationale. Notre pays compte nombre de citoyens ou de résidents d'origine arménienne et d'origine turque. Ce serait une faute de réveiller entre eux une hostilité que le vivre ensemble a forcément estompée. Enfin, je veux souligner qu'en s'opposant à l'adoption de ce texte, ce que défend la commission des lois et son rapporteur, ce n'est pas la force du droit pour lui-même, mais le respect de notre Constitution comme indispensable vigile de nos principes fondamentaux et rempart contre tous les arbitraires. C'est pourquoi je voterai contre cette proposition de loi, consciente que cela n'est pas conforme à la position de la majorité de mon groupe, mais c'est aussi l'honneur des parlementaires de pouvoir quelquefois s'assumer en minoritaire. Merci, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Nicolas Alfonsi. Mon groupe a suffisamment abusé cet après-midi des motions de procédure pour simplement dire que nous voterons contre le texte pour 3 raisons. Il est assez rare qu'on devine dans l'Assemblée ces divisions souterraines qui ne s'expriment pas. On les ressent. Elles sont souvent inversement proportionnelles à ce qui s'exprime en public, il faut bien le dire. Quand dans une réunion et dans le comité d'amitié franco-turc, 23 personnes, un tour de table fait que tout le monde s'exprime d'une façon extrêmement libre, tout le monde s'inscrit contre ce texte de loi. Quant à la commission des lois, là où les opinions s'expriment sans doute plus librement, la motion d'irrecevabilité est déposée, elle emporte par 23 voix contre 9. Et puis subitement, et je crois que notre collègue Perronnet a bien insisté sur ce point, par quel miracle, une sorte de synthèse mystérieuse fait qu'en hémicycle, la majorité est renversée et tout l'emporte. La division dans cette affaire est partout. Elle est au niveau de l'exécutif. Où est passé le garde des Sceaux dans cette affaire sur un texte pénal? On a bien entendu la position du ministre des Affaires étrangères, M. Alain Juppé. Hier soir, je crois que c'est M. Le Maire qui s'opposait aux lois mémorielles là, sur FR3, je crois. Bref, en un mot, on sent confusément que tout le monde est contre. Et par quel mystère, aujourd'hui, tout le monde est pour? Il y a une raison. J'ai toujours l'habitude de dire que quand les 2 groupes de la majorité et de l'opposition les plus importants sont d'accord, je considère que c'est suspect et ma nature profonde m'incite souvent à voter contre. Ce sont ces principes-là qui fondent ceux que pensent peuvent émerger les radicaux qui affirment toujours des valeurs essentielles, notamment le principe de la séparation des pouvoirs. Il faut y insister fortement. Vote, texte ambigu, texte inutile, parce que des textes existent qui peuvent, bien entendu, on l'a rappelé, condamner d'une manière pénale ceux qui contestent l'invocation à la haine, etc. Texte ambigu, texte inutile, texte enfin inopportun et terriblement dangereux. Inopportun, terriblement dangereux. Je rends hommage aux propos qui ont été rendus par notre collègue Gors sur la mémoire qui doit rassembler, qui ne doit pas diviser, qui ne doit pas porter atteinte à la cohésion sociale, mais texte évidemment inopportun, bien sûr, en ce qui concerne nos relations avec la Turquie. La Turquie est un grand pays, la Turquie est une puissance régionale, c'est une puissance régionale qui ne fera qu'augmenter son influence dans le bassin méditerranéen. Il y a une règle qui veut, je le rappelle,
que lorsque notre chef d'État est à l'étranger, il ne se prononce jamais sur les affaires françaises. J'y pense à l'instant. La même règle devrait nous conduire à ne jamais pas intervenir dans les problèmes de politique intérieure d'un autre pays. Vous imaginez le général de Gaulle aujourd'hui à l'Élysée, invitant sa majorité parlementaire à voter des textes de cette nature. Poser la question, c'est y répondre. Nous voterons donc contre ce texte. Je vous remercie. Bien, je vous remercie, chers collègues. La parole est à Madame Sophie Joissan. Oui, moi, je voterai ce texte et je le voterai avec beaucoup d'enthousiasme parce que ce texte, on parle depuis tout à l'heure d'une grande Turquie, d'une puissance. Moi, derrière tout ça, bien sûr que la Turquie est un grand pays, mais derrière tout ça aussi, je vois des relations d'argent très importantes et je pense que le respect, la mémoire des morts est bien plus sacré que l'argent. Donc, je pense que sur ce plan-là, nous faisons le bon choix. Voilà, nous sommes la patrie des droits de l'homme et il me semble qu'à ce titre, nous devons être dignes, nous devons porter avec honneur ce titre. De surcroît, il ne s'agit pas des affaires intérieures simplement de notre pays, il s'agit de nos ressortissants. Nous avons 600 000 ressortissants français d'origine arménienne qui sont arrivés en France dans des conditions absolument épouvantables, qui ont réussi à se construire sur notre sol et nous avons le devoir de les protéger. Voilà. Donc, je ne vois pas en quoi la loi serait liberticide. Je crois que Roger Carucci, tout à l'heure, a très bien fait la part des choses entre l'histoire, le législateur et le juge. Je suis de son avis et je pense au contraire que cette loi est vraiment une très très bonne chose. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Carucci. Roger Carucci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, la majorité du groupe UMP votera pour ce texte. Je ne veux pas reprendre ce qui a été dit toute la journée, mais sincèrement, il faut vraiment qu'on se dise arrêtez de vouloir faire des historiens le relais du pouvoir. Quand on dit c'est pas à nous, c'est aux historiens de dire, de faire, je suis désolé de vous dire que là, vous mettez sur les historiens une pression inadmissible. Ça n'est pas aux historiens de dire et de déclarer ce qui doit être pris comme mesure par les États pour protéger ou pour définir. Que les historiens définissent, recherchent et les éléments d'analyse, c'est normal et c'est seulement aux historiens de le faire. Mais après, c'est la responsabilité des politiques et la responsabilité des parlements et la responsabilité des États. Je suis désolé, tout à l'heure j'entendais dire, pardon Monsieur Alfonsi pour qui j'ai un profond respect, dire nous n'avons pas à nous mêler des affaires des autres. La France comme d'autres, et sur tous les bancs, lorsqu'il s'est passé ce qui s'est passé au Cambodge, nous en sommes entre guillemets mêlés. Moi, beaucoup ici n'étaient pas parlementaires à l'époque. Mais si on se dit non, on ne se mêle de rien dès qu'il s'agit de pays étrangers, ça veut dire qu'en réalité, nous n'avons plus du tout de pouvoir, y compris de dire ce qui est juste et ce qui ne l'est pas dans ce qui se passe ailleurs. Alors, il faut le faire avec mesure. Moi, je redis que le rôle des historiens n'est pas celui-là. C'est le rôle des politiques d'assurer, une fois que les historiens ont fait l'analyse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'entends bien tout ce qui est dit sur la Turquie. Et je vous dis, et je redis ce que je n'ai pas eu le temps de développer tout à l'heure. Franchement, l'Empire ottoman n'a pas de leçon à recevoir, ni de nous, ni de personne. Parce que de Osman Ier jusqu'à Bayazid, de Soliman le Magnifique jusqu'à Sélim le Grand, franchement, ils ont donné des leçons et de liberté, de tolérance, d'ouverture. Oui, bien des conseillers des sultans étaient des chrétiens ou des juifs qui étaient persécutés ailleurs et qui étaient protégés par la Sublime Porte. Ça, c'est vrai. Et l'histoire est là. Mais lorsqu'il s'est produit un événement en 1915, que même les tribunaux turcs en 1919 ont condamné à mort ceux qui l'avaient opéré, alors franchement, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de remise en cause ni de la puissance turque, ni du rôle de la Turquie. Et aujourd'hui, près de 100 ans après, bien sûr que les responsables turcs, héritiers d'Atatürk, n'ont pas à dire qu'ils sont responsables de ce qui s'est passé il y a 100 ans. La puissance turque
est une puissance suffisante dans le monde pour s'exprimer par elle-même et pour être respectée. Mais lorsque l'on dit aux 600 000 Français d'origine arménienne, on n'a pas à nier ce que vous avez subi, eh bien, nous reconnaissons simplement qu'il y a des Français, qu'ils soient, pardon, je le redis pour M. Gorz, qu'ils soient juifs et pour qui on a reconnu la Shoah, ou qu'ils soient d'origine arménienne et pour qui on reconnaît les choses, tous les Français, à part égale, ont le droit d'être protégés. La parole est à Monsieur Jean-René Le Cerf. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en arrivant à la fin de ce débat, je voudrais exprimer à la fois un certain nombre de satisfactions et en même temps un certain nombre de craintes. Les satisfactions, elles tiennent à la qualité du débat qui nous a réunis aujourd'hui. Elles tiennent également au fait que les clivages auxquels nous avons assisté ne sont pas les clivages habituels. Dans chacun des groupes politiques, ou dans la plupart des groupes politiques, nous avons eu à la fois des adversaires et des partisans de ces propositions de loi. Et ça me paraît effectivement important que nous ayons pu, les uns et les autres, nous exprimer librement. Ma satisfaction, elle tient aussi au respect exprimé par les tenants d'une opinion vis-à-vis des tenants de l'autre opinion, à quelques petits dérapages près, et ceci s'explique d'autant mieux que je crois que personne dans cet hémicycle ne nie l'existence du génocide arménien. Mes craintes, elles sont de trois natures. Ma première crainte, c'est que cette loi soit une loi inutile. Vous direz, ce ne serait pas la première loi inutile que nous voterions. Loi inutile dans la mesure où il existe déjà, dans notre droit pénal, notre droit de la responsabilité civile, des possibilités qui permettaient effectivement que le négationnisme puisse être sanctionné. Ma seconde crainte, c'est que nous ayons voté et adopté un texte inconstitutionnel. La plupart des grands juristes, qu'il s'agisse du doyen Vedel, célèbre parmi les célèbres juristes, qu'il s'agisse de Robert Badinter, qu'il s'agisse aussi, pardonnez ce manque de modestie, mais des présidents successifs de notre commission des lois et des commissions des lois elles-mêmes, estiment effectivement qu'il y a inconstitutionnalité. Inconstitutionnalité sur le non-respect du principe de séparation des pouvoirs entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Inconstitutionnalité quant au non-respect des dispositions de l'article 34. La loi n'est l'expression de la volonté générale, mes chers collègues, que lorsqu'elle respecte la Constitution. Ma troisième et dernière crainte est la crainte que cette loi ne puisse avoir des connotations dangereuses. Dangereuses pour deux raisons. D'abord parce que je crains un risque que je qualifierais de contamination, que demain nous ayons, par des propositions de loi successives, à discuter d'autres génocides, le génocide de Tsigane, le génocide ukrainien, le génocide entre Rwandais, le génocide tibétain. Savez-vous qu'aujourd'hui même, mes chers collègues, la police chinoise tirait sur des manifestants et qu'une nouvelle fois, dans ce pays qui devient un pays martyr, il y a eu des morts. Ma seconde crainte sur ce même aspect du caractère dangereux, de la dangerosité de cette disposition, eh bien, ma seconde crainte, à côté effectivement de la contamination, c'est que cette fois-ci, nous ayons et nous aurons vraisemblablement une saisine du Conseil constitutionnel, qu'il s'agisse d'une saisine du Conseil constitutionnel par 60 députés ou 60 sénateurs, ou si elle ne se concrétise pas, nous aurons une saisine par le biais des questions prioritaires de constitutionnalité, qui sont un apport considérable et particulièrement important pour la défense des libertés, apporté par la révision constitutionnelle de 2008. Et à ce moment-là, si le Conseil constitutionnel se rallie aux voix des plus éminents des juristes, nous aurons non seulement, mes chers collègues, l'inconstitutionnalité et donc la disparition de la proposition de loi que nous aurons votée, mais nous aurons en même temps la remise en cause de la loi de 2001 qui en est la partie totalement inséparable. Et dans ce cas-là, nous ne ferons qu'ajouter une détresse supplémentaire au désarroi de nos amis arméniens. Voilà, mes chers collègues, les raisons pour lesquelles, personnellement, je voterai contre cette proposition de loi. La parole est à Monsieur Jean-Noël Guérini. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, des historiens et spécialistes de l'Holocauste, dont Elie Wiesel, ont fait connaître publiquement leur position à l'orée de ce siècle pour que soit déclarée incontestable la réalité
du génocide arménien et inciter les démocraties occidentales à le reconnaître officiellement. En reconnaissant l'existence de ce génocide, la République française a rendu au peuple arménien la part que certains ont cherché à occulter, à effacer, à détruire. Nous sommes aujourd'hui placés devant une véritable responsabilité, mes chers collègues. Et sans céder au rite des lois mémorielles, sans vouloir écrire l'histoire à la lumière des textes de loi, comment ne pas reconnaître que presque toujours la responsabilité confère à l'homme de la grandeur? Oui, notre Assemblée est face à ses responsabilités. Aujourd'hui, à cet instant, nous avons un devoir de cohérence en reconnaissant les moyens de sanctionner la négation du génocide. J'entends bien un certain nombre de nos collègues à la question de la constitutionnalité. Cette question est-elle réellement à la hauteur des responsabilités qui sont les nôtres? Mon cher collègue, j'insiste sur le fait que l'objectif premier, à mon sens, du négationnisme est de falsifier l'histoire pour nier une réalité historique et effacer toute trace des génocides de la mémoire. Personne ne peut l'accepter. Et je conclus mon propos en réaffirmant que garantir à chacun le respect auquel il a droit en tant qu'être humain est un instrument efficace pour combattre le communautarisme. Notre inertie et notre silence seraient coupables et ne pas légiférer sur la pénalisation du négationnisme serait un sinistre retour en arrière. Mes chers collègues, pour tout cela, je voterai pour cette proposition de loi. Maintenant les scrutins. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gors. Juste quelques mots, Monsieur le Président. D'abord parce que la passion que j'ai mise tout à l'heure dans mon propos a soulevé manifestement quelques réactions. Et s'il a pu choquer par la confusion que cela a pu introduire certains d'entre vous sur ces bancs, je le regrette. Mon objectif n'est naturellement pas de blesser aucun d'entre vous à travers la mémoire qu'il porte ou la souffrance qu'il ressent ou qu'il veut faire partager. Il n'y a donc aucun doute pour moi, et je tiens à le préciser, comme aucun doute, je crois, dans cette Assemblée, que ce dont nous parlons, l'extermination des Arméniens de 1915, est bien un génocide. J'ai simplement voulu indiquer, Monsieur le Ministre, que nous ne pouvons pas traiter les génocides les uns à l'égal des autres. Non pas qu'ils ne se vaillent pas, non pas que la souffrance ressentie ne soit pas la même, mais que chaque sujet doit être traité spécifiquement, que nous devons l'aborder dans sa réalité propre, avec le souci d'apporter à chaque fois à la fois une compassion et une réponse propre. Et c'est vrai que pour moi, et je le dis à titre personnel, tout simplement, la Shoah fait porter sur chaque homme une marque indélébile que nous ne saurons jamais effacer. La liberté de vote qui nous est donnée me permet d'indiquer que je voterai contre ce texte. Parce que si je me réjouis des débats que nous pouvons avoir et des incompréhensions que malheureusement parfois ils peuvent susciter, je ne crois pas qu'il s'agisse d'un débat qui relève du politique, des groupes et des partis que nous formons. C'est un débat qui doit se tenir au cœur de chacun de nos concitoyens, dans son esprit, dans sa pensée, dans sa réflexion, et nul ne doit pouvoir être empêché de le mener jusqu'à son terme. C'est la raison pour laquelle je voterai contre ce texte. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à Monsieur Gérard Larcher, Président. À vous. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à titre personnel, je voterai contre cette proposition de loi. Je voterai contre cette proposition de loi en tant que législateur. En novembre 2008, à la suite de la mission d'information qui avait été présentée par le président Accoyer, qui avait recueilli dans cette mission d'information l'unanimité des sensibilités de l'Assemblée nationale, venant d'être élu président du Sénat, j'ai partagé la démarche du président Accoyer. Et pardonnez-moi, c'est la fidélité non pas à un engagement, mais à quelques principes qu'il me paraissent essentiels de fixer au Parlement. Nous l'avons évoqué, constitutionnalité,
Et je le dis à mes collègues, ce qui pour moi m'est apparu vrai en mai est vrai en janvier, et qu'il n'y a pas de notion d'agenda politique en ce qui me concerne. Mais simplement, nous avions défini qu'il n'appartenait pas au Parlement de fixer la mémoire, mais qu'il y avait d'autres instances pour fixer la mémoire. Pas simplement les historiens, mais l'ensemble des juridictions internationales qui ont été construites au fil du temps et au fil des drames. Et que c'était à eux qu'il convenait de porter un regard, puis à nous d'en tirer les conséquences. Et donc, personnellement, partageant ce que le président Hyest, puis le président Badinter avaient dit en mai, partageant les conclusions de la majorité de la commission des lois, monsieur le président Sueur, c'est d'abord en législateur, en regard attentif sur la Constitution que je voterai contre, car naturellement, je ne peux imaginer que quiconque ait envie de nier le drame absolu du génocide. Mais le sujet, pour nous, est un sujet fondamental de l'attitude que nous avons au Parlement, notamment sur ces questions mémorielles. Nous voyons bien qu'au fil des débats, parfois, j'ai participé à moins une heure, la totalité des débats, que nous pouvons avoir des tentations qui, au fond, portent atteinte aux principes fondamentaux d'une République qui nous est rappelée ici par un certain nombre de pensées et d'hommes et de femmes qui ont construit la République. Voilà le sens de mon vote contre. Bien. Merci. Monsieur le Président Gaudin. Monsieur le Président, un léger retour historique. En 2001, la présidente du groupe communiste d'alors avait tenté à plusieurs reprises des initiatives pour que le génocide soit reconnu. Nous avions eu des discussions. Puis avec le sénateur Bernard Piras ici, nous avons indiqué à Madame Hélène Luc, qui nous écoute à l'instant, que nous ne pourrions arriver à obtenir l'adhésion du Parlement que si nous étions ensemble avec au moins un représentant de chaque groupe de la Haute Assemblée afin d'entraîner le maximum de sénateurs à voter la reconnaissance du génocide arménien perpétré par la Turquie. À cette époque-là, Monsieur le Président, des pressions se sont largement exercées sur la Haute Assemblée. Jacques Chirac, le président de la République de l'époque, était totalement contre. Lionel Jospin, le Premier ministre, était totalement contre et ne se sont pas privés de nous le faire savoir. La liberté de la Haute Assemblée a été à cette époque-là d'enregistrer, d'écouter, de dialoguer respectueusement avec ces hommes-là que les uns et les autres aimons beaucoup par ailleurs. Mais nous avons voté librement, sans pression, et nous avons fait reconnaître le génocide par la loi de 2001. Alors des voix se sont élevées à cette époque-là en nous disant « Mais puisque vous avez voté l'Assemblée nationale aussi, est-ce que ce n'est pas suffisant ?» Et non, il fallait, après notre vote, retourner à l'Assemblée nationale pour le vote final. Et ce sont les centristes, Monsieur Hervé Marseille, ce sont les centristes qui, par leur groupe, ont donné la fenêtre parlementaire pour que l'on puisse, à ce moment-là, faire adopter le génocide. Alors cet après-midi, nous avons entendu beaucoup de choses. Oui, nous nous interrogeons. Oui, nous savons bien qu'il n'appartient pas peut-être au Parlement de qualifier l'histoire et aux historiens qui ne prennent jamais de décision définitive, nous ne le savons pas non plus. Par conséquent, ici, sans pression de qui que ce soit, nous avons voulu terminer cette loi de 2001 en ajoutant justement la sanction de ceux qui nient le génocide perpétré en 1915. Et pour le dire ici à certains collègues éminents qui s'y trouvent, oh, vous savez, ça n'a pas été aussi simple que ça.
quand les Arméniens sont arrivés en France. Et à Marseille, par exemple, il y avait un maire. Il était là, il aura duré presque autant que Gaston Defferre, 36 ans. Il était sénateur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a interpellé le ministre de l'Intérieur en disant 2 navires arrivent avec les Arméniens à bord, ils apportent la peste et le choléra, et je ne les veux pas dans ma ville. C'est la raison pour laquelle vous pouvez venir à Marseille, vous chercherez en vain une rue ou une place ou un monument qui porte le nom de ce maire qui était pourtant un médecin, un humaniste et un homme respecté. Oui, ce soir, c'est un moment de liberté pour chacune et chacun d'entre nous. Alors moi, à l'inverse de parlementaires que j'apprécie beaucoup, pour lesquels j'ai un immense respect, je ne voterai pas comme eux. Moi, je voterai pour la reconnaissance, justement, de ce texte. Bien. Monsieur le Président Sueur, je crois que vous souhaitiez intervenir. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'avais dit au début de ce débat que je n'intervenais pas au nom d'un groupe politique ou d'un parti politique, mais au nom d'une commission. Au nom d'une commission qui a une histoire et qui a défendu, dans la diversité des membres qui la composent et au travers des contextes différents, la même position. À la fin de ce débat, je dois vous dire que j'ai été d'abord frappé, comme beaucoup d'entre vous, par la qualité du débat, par l'écoute, même si nous ne partageons pas les mêmes positions, par le fait que ce débat s'est déroulé dans le pluralisme et que le pluralisme est partout, de part et d'autre. Je voulais vous dire que ce qui nous préoccupe vraiment, c'est la loi, ce que peut dire la loi, ce qu'elle ne peut pas dire, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, ce qu'elle doit dire, ce qu'elle ne doit pas dire. Quel est notre champ de compétences? Nous sommes intimement persuadés qu'il y a de très lourds risques d'inconstitutionnalité. Et nous disons cela, et il doit être possible de dire cela tout en rappelant l'infini respect dû à la mémoire des Arméniens et des martyrs arméniens. Ce n'est pas contradictoire. Il va y avoir un vote. Je vous ai écouté, nous nous sommes écoutés. J'ai entendu les grandes voix qui se sont exprimées de part et d'autre. Le fait que 2 anciens présidents du Sénat s'expriment n'est pas anodin, vous en conviendrez. Que d'autres s'expriment aussi, cher président, et cher président, n'est pas anodin non plus, et cher président. Je veux simplement que nous nous posions tous une question, mes chers collègues. Après avoir suivi tout ce débat, je n'ai pas de doute sur le vote qui va avoir lieu. Je vais redire que la commission des lois est contre cette loi, pour les raisons que nous avons exposées. Je voudrais que chacun s'interroge. Ce débat, il a été riche. Est-ce que le vote de cette loi va faire avancer l'histoire? Est-ce qu'il va résoudre les problèmes? Est-ce qu'il va permettre les progrès diplomatiques? Est-ce qu'il va permettre les progrès entre les peuples? Est-ce qu'il va préparer l'avenir? Est-ce que cela va clore le débat? Personne ne le pense ici. C'est pourquoi nous continuerons, mes collègues, à la commission des lois, mais ce n'est pas exclusif, en sachant que nous pouvons nous tromper, mais qu'en l'espèce nous croyons avoir raison, à défendre comme une vigie une certaine idée de la loi, par conséquent une certaine idée de l'histoire, et à dire et à redire, premièrement, que l'œuvre de mémoire est nécessaire, indispensable pour les Arméniens, mais aussi pour tous,
On l'a vu avec la Shoah. Vous savez, dans mon département, il y a eu 2 camps où on a interné les enfants avec leur mère qui partaient vers Drancy et vers Auschwitz. Donc je suis, comme tout le monde, hanté par cela. Le génocide arménien. Mais nous sommes aussi hantés par ce qui s'est passé au Rwanda, ce qui s'est passé en Corée, ce qui s'est passé dans beaucoup d'endroits du monde. Et on pourrait continuer, la liste, elle est longue. Et par rapport à tout cela, nous devons défendre le droit. C'est notre rôle en France, au niveau international, tous les droits de tous les hommes et de toutes les femmes, sans aucune distinction. Nous devons faire œuvre de mémoire par rapport à tous les martyrs de l'histoire, dire jamais il ne faut vous oublier. Parce que ceux qui prétendent bâtir l'avenir rayonnant sur l'amnésie, l'oubli du passé ou la déformation du passé sont des imposteurs. Et nous devons faire inlassablement œuvre d'histoire, de science, de connaissance. Quelqu'un a dit, mais les historiens, ils ne sont pas toujours d'accord. C'est vrai. Parce que l'œuvre de science, l'œuvre de connaissance, l'œuvre du savoir, elle progresse comme cela. Donc, ce débat, il a été un débat dans le respect. Moi, je crois, nous croyons que ce débat ne clôt pas la discussion, la controverse, n'apaise pas ce qui doit être apaisé. Nous voulons terminer par ce mot respect et nous aurons l'occasion de continuer à travailler ensemble sur toutes ces questions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais donc mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, sachant que j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe UMP. Non. Bien, je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, l'avis du gouvernement est favorable. Il va donc être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Ceux qui souhaitent voter pour remettront au secrétaire un bulletin blanc, contre un bulletin bleu. Ceux qui souhaitent s'abstenir, un bulletin rouge. Le scrutin est ouvert. Je vous en prie. Il est Le scrutin est clos. J'invite messieurs les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Bien. Mes chers collègues, résultat du scrutin numéro 93 sur l'ensemble de la proposition de loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi. Nombre de votants 237. Nombre de suffrages exprimés 213. Majorité absolue des suffrages exprimés 107. Pour l'adoption 127. Contre 86. Le Sénat a adopté définitivement la proposition de loi. Je